développe des systèmes de ferme verticale où est-ce qu'on propose des solutions pour des enjeux où on veut faire de la production en milieu urbain, de la production de végétaux, évidemment. On est expert de beaucoup de choses, mais on ne peut pas être expert de tout. Quand on développe de la technologie, il y a toutes les à côté, l'intégration de ces technologies-là. Et on veut pousser ça plus loin, on veut innover, on veut se caractériser de manière unique, évidemment. T'sais. Les CCTT, pour nous, c'est devenu rapidement un outil facile à utiliser, où on a une relation très intime avec Bioptère, qui est notre CCTT principal. Je dirais même l'entreprise, on s'est relogé, on s'est localisé dans le Bas-Saint-Laurent, en fait, autour de l'Apocatière, pour être proche de cet écosystème-là. C'est une manière pour nous d'avancer plus rapidement sans nécessairement avoir le support financier où on pourrait tout faire à l'interne. Les avantages sont énormes si on parle de temps, de vitesse. Donc, je veux mettre un produit sur le marché, j'ai un certain temps pour réagir, pour rester en avant du groupe, rester innovant dans tout ça, mais de faire affaire avec un CCTT nous permet ça. Pour nous, on ne serait pas rendu à la même place si on n'avait pas eu le support des CCTT, donc entre autres Bioptère, qui est un partenaire très fort dans notre histoire. C'est un net avantage de faire affaire en fait avec le réseau Transtech. Donc pour y trouver les ressources qu'on a besoin, je crois qu'il est composé aujourd'hui de 49 CCTT distincts qui ont chacun leur expertise, leur niveau de connaissance et qui peut être rapidement mis à contribution pour développer des projets internes pour les jeunes entreprises. La vitesse, le développement et le réseautage, c'est encore une fois la meilleure manière de le définir. Là. Synchronex, c'est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales, les CCTT. C'est 1500 experts de l'innovation technologique et sociale qui travaillent à tous les jours avec les entreprises et les organisations d'ici pour les aider à innover davantage afin qu'elles soient plus efficaces, plus compétitives et plus productives. Actifs dans tous les domaines, de l'intelligence artificielle à l'éducation, en passant par l'agroalimentaire, le manufacturier innovant, les technologies vertes et l'intégration des immigrants, pour n'en donner que quelques exemples, chaque CCTT est bien ancré dans sa région et dans son domaine. Chaque CCTT est une porte d'entrée sur tous les autres. Nos clients adorent travailler avec nous et voici pourquoi. Si on est entrepreneur, on recherche des partenaires qui vont venir compléter ce qu'on a le goût de faire. Et je pense que les CCTT, en fait, pour moi, inédit, est venu rendre ce projet-là viable et commercialisable et qui en a fait un grand succès. Vraiment, on pourrait dire que les CCTT nous ont permis à Inno3B de nous développer beaucoup plus rapidement et de rester très compétitifs en avant du peloton. En 3 mots, adaptabilité, rigueur et accompagnement. Faire affaire avec un CCTT nous a permis de rester en avant. Aujourd'hui, la technologie avance tellement vite, on a besoin d'être au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, ce qui s'offre aux entreprises. Annuellement, plus de 5000 entreprises travaillent avec nos experts dans la réalisation de plus de 10 000 projets d'innovation. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Nos clients apprécient tellement travailler avec nous qu'ils reviennent plusieurs fois. Vous aussi souhaitez innover? Améliorer vos produits, vos procédés ou vos processus? C'est simple. Faites le www.synchronex.ca. Alors, bonjour à tous. Bon matin. Je me présente. Mon nom est Charles Milliard. Je suis PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, je vous souhaite la bienvenue
à cette deuxième édition de la tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce. Donc, un dossier, le secteur manufacturier, qui est névralgique dans le cadre de la relance économique au Québec, mais aussi particulièrement pour tellement de membres de nos réseaux de chambres et à la Fédération. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de refaire une tournée qui, évidemment, cette fois-ci est virtuelle. Habituellement, on avait l'habitude de se rendre un peu partout en région avec nos collègues conférenciers. Mais en plus de ne pas être sécuritaire, maintenant, on n'en a même pas le droit de voyager. Alors, nous voici donc sur Zoom ce matin avec vous. Je veux remercier notre partenaire Synchronex, donc Marie Gagné, sa présidente, est avec nous. C'est un plaisir de collaborer et d'apprendre à découvrir votre réseau partout au Québec. Alors, merci Marie d'être avec nous. Et je remercie aussi, évidemment, la Chambre avec laquelle on a organisé l'événement de ce matin. Donc, ma collègue Marie-Hélène Collin, qui est présidente directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Alors, bonjour Marie-Hélène et merci aussi d'être avec nous. Vous savez, le but de la tournée aujourd'hui, c'est vraiment de parler donc du secteur manufacturier et des différentes transitions, transformations que le secteur vit et doit vivre, si je peux m'exprimer ainsi, pour réussir dans le futur et contribuer à la relance économique du Québec. Et nos conférenciers, donc Louis Duhamel et Antoine Audy-Julien de la firme Deloitte, que je salue aussi, vous présenteront donc certaines de ces transitions-là en mettant en lumière une de celles-ci, ce matin qu'on appelle la transition inclusive. Et suite à la présentation donc, de Louis et Antoine, on aura aussi l'occasion d'échanger avec un entrepreneur d'une entreprise bien connue de Rivière-du-Loup. Alors, je pense que c'est un beau programme pour amorcer cette dernière journée de la semaine. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à Marie-Hélène et puis je vous remercie d'être avec nous ce matin. Marie-Hélène. Merci, Charles. D'emblée, en fait, au nom de mon conseil d'administration, je tiens à remercier la Fédération des chambres de commerce de nous permettre de pouvoir offrir aujourd'hui un événement d'une aussi grande qualité. C'est un privilège et une grande fierté de faire partie d'un réseau qui est aussi fort que celui des chambres de commerce. Puis d'ailleurs, votre accompagnement dans la dernière année a été exceptionnel. Alors, merci. Je tenais à le dire. Cela dit, salutations à tous les gens d'affaires et représentants d'entreprises et d'organismes. Vous provenez de partout au Bas-Saint-Laurent, mais aussi d'ailleurs au Québec. Donc, merci d'être là. Bonjour à mes collègues des chambres du Bas-Saint-Laurent, puis à leurs administrateurs aussi qui sont présents. Salutations aux conférenciers du jour, messieurs Louis Duhamel, Antoine Audy-Julien, ainsi qu'à monsieur Yvan Pelletier de chez Premier Tech. Comme à l'habitude, je profite du moment pour remercier nos précieux partenaires à la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. D'abord, un grand merci à notre partenaire gouverneur Desjardins. Plusieurs représentants de Desjardins sont là. Je vous salue. Merci aussi à nos partenaires annuels qui sont la Ville de Rivière-du-Loup, le CLD de la région de Rivière-du-Loup, la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup, le groupe Radio Simard, Info Dimanche, MaTV Bas-Saint-Laurent et Vitalité économique. Donc, restons dans les partenariats. Merci encore à Synchronex, partenaire de cette grande tournée. Je vous présente donc Mme Marie Gagné qui va prendre la parole après moi. Donc, depuis plus de 20 ans, Mme Gagné agit comme gestionnaire d'entreprise et d'organisation engagée en innovation. Ayant participé au démarrage d'une entreprise issue de résultats de recherche universitaire et intervenant depuis plusieurs années dans le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices, de leur petit nom, les CCTT. Elle comprend et maîtrise finement les enjeux liés à l'innovation pour les entreprises et les organisations québécoises. À titre de présidente directrice générale de Synchronex, le réseau des CCTT, c'est de façon quotidienne qu'elle intervient pour aider les entreprises et les organisations à se démarquer sur la scène locale et internationale. Madame Gagné, la parole est à vous. Merci Marie-Hélène, Charles, chers entrepreneurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être dans la région du Bas-Saint-Laurent ce matin et de me joindre à la grande tournée de la Fédération des chambres de commerce. Dans le contexte actuel du confinement qui prévaut actuellement un peu partout au Québec, se déplacer, ne serait-ce que virtuellement, est vraiment apprécié. Ma visite ici ce matin est importante. La pandémie actuelle vient chambouler les modèles d'affaires établis et vous oblige à réagir rapidement pour maintenir votre positionnement stratégique ou pour saisir des nouvelles opportunités d'affaires. Que l'on parle de commerce électronique, de numérisation, de développement de protocoles pour tester des nouveaux matériaux pour la fabrication d'équipements sanitaires, d'agriculture plus durable, de logistique du transport ou de tout autre enjeu pour lequel innover pourrait vous aider,
Les centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales, les CCTT que je représente, sont là pour vous aider. C'est un réseau de 1500 experts terrain qui travaillent avec des entreprises et des organisations comme les vôtres à la grandeur du Québec pour les aider à améliorer leurs procédés, leurs processus, leurs produits, leurs pratiques. D'ailleurs, il est démontré qu'une entreprise qui travaille avec un CCTT a un volume de vente 17 % plus élevé qu'une entreprise similaire qui ne travaillerait pas avec un CCTT. Ça fait réfléchir, non? 17 % plus de ventes, ça vous intéresse? Chaque CCTT spécialise dans un domaine d'activité qui va de l'agriculture aux nouveaux matériaux en passant par l'énergie, les biotechnologies, les ressources forestières, le manufacturier innovant, les technologies environnementales, le tourisme, la santé, l'éducation, pour n'en nommer que quelques-uns. Ici, au Bas-Saint-Laurent, vous avez la chance d'avoir 6 CCTT, soit Bioptère, Innovation maritime, le CEREX, Solutions Novica, le LLIO et le CEDRIN. En collaboration avec les CCTT, notre réseau crée près de 20 millions de retombées économiques et génère plus de 160 emplois annuellement dans la région dans le domaine de la finance, de la fabrication de produits, d'aliments, de machines ou de meubles, de soins de santé, d'enseignement et d'agriculture. Si on parle de Québec et qu'on remonte à l'Apocapitière, il y a Bioptère qui intervient afin d'accroître la compétitivité des entreprises grâce à une optimisation de l'utilisation des bioressources. Toujours à l'Apocatière, Solutions Novica travaille avec ses clients industriels pour concevoir des produits mécaniques, électriques, électroniques, électromécaniques. À Rivière-du-Loup, le LLIO, le Living Lab en innovation ouverte, effectue des recherches partenariales et offre de la formation et de l'accompagnement des milieux, des secteurs et des organisations dans leur transformation et dans leurs projets d'innovation ouverte. À Rimouski, Innovation maritime se spécialise en génie maritime, en technologie environnementale, en transport maritime, en navigation, en intelligence maritime et en plongée professionnelle. À Amqui, le CEREX, le service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers, travaille avec les entreprises liées au secteur de la transformation des produits forestiers afin de leur permettre de se positionner sur les marchés d'avenir. Finalement, à Matane, le CEDRIN, le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique, travaille avec les industries créatives et culturelles ainsi que pour les domaines de l'éducation et de la santé afin d'utiliser l'intelligence numérique pour créer de la richesse. Et même si les expertises, les infrastructures et les équipements des CCTT de votre région sont exceptionnels, vous pouvez aussi faire appel à n'importe quel autre CCTT du réseau pour répondre à vos besoins. Les CCTT sont des collaborateurs que vous devez privilégier si vous souhaitez rendre votre organisation ou votre entreprise plus innovante, plus compétitive, plus efficiente. Les CCTT sont un secret trop bien gardé et nous croyons sincèrement que vous devez collaborer avec eux, qui plus est en ces temps particulièrement difficiles. C'est pour cette raison que nous nous sommes joints à la Fédération des chambres de commerce dans cette tournée pour les faire connaître aux entrepreneurs des 4 coins du Québec. De plus, en fonction des projets et des risques associés aux projets, certains programmes de financement avantageux pour vous pourraient s'appliquer dans la réalisation de vos projets avec les CCTT. Les CCTT vont être en mesure de vous informer à ce sujet aux besoins. Annuellement, les CCTT travaillent avec 5 000 entreprises dans la réalisation de 10 000 projets d'innovation. Nos clients sont extrêmement satisfaits, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et reviennent plusieurs fois dans une même année et année après année. Car comme vous le savez, demeurer compétitif, c'est une bataille de tous les instants. Donc, si vous souhaitez saisir de nouvelles opportunités d'affaires et si vous avez besoin d'aide, si augmenter vos ventes de 17 % vous intéresse, n'hésitez plus, faites le www.synchronex.ca et vous trouverez des experts pour vous aider à devenir plus compétitif. Madame Collin, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Madame Gagné. Donc, maintenant, c'est le plat de résistance. Donc, j'invite Louis Duhamel, conseiller stratégique chez Deloitte et président sortant du comité manufacturier, innovation et exportation de la FCCQ, ainsi qu'Antoine Audy-Julien, stratège d'affaires chez Deloitte, à prendre la parole. Messieurs.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, heureux de présenter aujourd'hui, dans le cadre du 5e événement de la grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce. On est déjà à mi-chemin, comme le temps passe vite. D'abord, quelques mots de remerciement à la FCCQ et son PDG Charles Milliard, à Synchronex et sa PDG Marie Gagné de rendre tout ça possible, ainsi qu'à la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et sa présidente directrice générale Marie-Hélène Collin, de nous recevoir aujourd'hui chaleureusement et d'avoir réuni surtout la communauté locale, communauté d'affaires locale pour nous ce matin. Le ministre des Finances du Québec nous annonçait lors du budget que la reprise économique serait vigoureuse. Alors, on prévoit un rebond de l'activité économique de 4,2 % au Québec en 2021 et on ne peut que s'en réjouir. Par contre, l'année marquera aussi le retour du plein emploi. Ce sera donc un rebonjour à la pénurie de main-d'œuvre qui a donné tant de maux de tête à nos entreprises dans les dernières années. COVID-19 oblige, il s'agit de la 3e version de l'ère des transitions, l'avant, COVID, le pendant et l'après. On peut maintenant voir la sortie de crise à l'horizon. Il est plus que temps pour les entreprises de préparer un retour réussi à une certaine normale, encore difficile à cerner. Nous espérons y contribuer avec cet événement. J'aurai le plaisir de faire cette présentation en duo avec mon cher collègue Antoine Audy-Julien, celui que certains voient comme mon apprenti. Comme le dit le proverbe, apprenti n'est pas maître. Du moins, pas encore. C'est donc moi qui animerai l'entrevue aujourd'hui, qui suivra notre présentation vers les 8h55 avec Yvan Pelletier, vice-président principal développement organisationnel de Premier Tech, fleuron québécois non seulement pour la belle région du Bas-Saint-Laurent, mais aussi pour le Québec et le Canada tout entier. Notre présentation se fera en 2 parties. Tout d'abord, un rappel de l'impact du secteur manufacturier dans notre économie et ensuite la présentation des 12 transitions qui, d'après nous, changeront irrémédiablement le visage du secteur manufacturier québécois dans un avenir proche. Visionnons ensemble un court vidéo d'introduction, mais avant, écoutons attentivement les consignes de la part d'Antoine. Merci, Louis. En fait, simplement quelques éléments d'information en commençant. Premièrement, pour la vidéo que vous apprêtez à voir, comme celle que vous avez vue en arrivant, parfois, naturellement, les limites technologiques font en sorte que le son est un petit peu décalé de la voix ou il y a des petits lags ici et là. Donc, on s'en excuse. Préparez-vous également à baisser le son de votre moniteur. Si c'est possible que le son soit un petit peu fort, des fois, on n'a pas toujours le contrôle, plein contrôle, disons. La deuxième chose à savoir, c'est qu'on est très intéressé à avoir vos questions. Donc, en cours de route, quand vous entendez des propos, vous avez des questions, clarifications, des éléments que vous aimeriez challenger ou autre, n'hésitez pas à le faire dans la section Q&A ou dans le chat. On va prendre les questions et on va y répondre à la toute fin. Mais de le faire au fur et à mesure va nous permettre d'accumuler des bonnes questions à poser à la fin, soit à nous-mêmes, Louis Duhamel et moi-même, ou à notre panéliste. Donc, n'hésitez pas à les poser en temps réel. On va y revenir à la toute fin. Et dernière chose, pour plusieurs, la première question, c'est est-ce que la présentation va être disponible? La réponse, c'est oui, la présentation sur une certaine forme, donc sous forme d'un synopsis qui va paraître d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Donc, ça va vous être transmis éventuellement les prochaines semaines dès que ça va être prêt. C'est un synopsis qui rassemble les contenus là, de notre tournée. Ça va vous être envoyé par la Chambre ou par la Fédération. Donc, sur ce, on vous souhaite un bon vidéo. Face à une époque où la seule constance est la fréquence et la vitesse des changements, où produits, compétences et procédés sont appelés à sans cesse évoluer, où l'agilité est plus que jamais gage de pérennité, c'est à toutes les organisations que le défi est lancé.
que les acteurs du secteur québécois de la fabrication réussiront à tirer le plein potentiel de l'ère des transitions. Au nom de Desjardins et de ses membres à travers toutes les régions du Québec, je vous souhaite une excellente présentation. Alors, comme quoi, tout cela ne serait pas possible sans nos commanditaires. Alors, on aimerait remercier Desjardins qui est présent pour des manufacturiers dans toutes les régions du Québec. Le Fonds de solidarité FTQ, un des portefeuilles manufacturiers les plus importants au Québec. Nordostello, Société d'ingénierie québécoise spécialisée en automatisation avancée. Et Investissement Québec RIC, la vice-présidence technologique d'Investissement Québec, qui est en charge de la transition des entreprises vers le manufacturier innovant depuis maintenant 1 an, presque jour pour jour. Prompt, un organisme voué au financement de partenariats de R&D avec le milieu de la recherche. Le CRIM, l'organisme d'appui spécialisé dans l'analytique de données. L'INO, le centre de recherche d'envergure canadienne spécialisé en photonique et en Internet des objets. DEL, Développement économique Longueuil, organisme de développement économique et également centre d'expertise industrielle qui a pour but d'accélérer la cadence de la transformation numérique des manufacturiers. Prima, le pôle de recherche et d'innovation des matériaux avancés. La SDED, Société de développement économique de la MRC de Drummond et BCF, avocat d'affaires. National, le cabinet de relations publiques et son équipe manufacturière. La CETEC, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, qui a comme mission le défi du reprenariat. Processia, chef de file dans le domaine de la gestion du cycle de vie de produits et de l'intégration des systèmes. Bridger, la plateforme numérique de maillage visant à assurer le virage numérique et technologique des entreprises. Et le groupement des chefs d'entreprise, le réseau de propriétaires d'entreprises qui réunit et collecte les entrepreneurs afin qu'ils progressent par l'entraide. Maintenant, allons-y avec les statistiques manufacturières et l'impact du secteur sur notre économie. Exactement. Donc, merci, Louis. Avant la crise, on savait, hein, le secteur manufacturier du Québec, c'était tous les voyants au vert. Ça va bien, ça fonctionne bien, on crée de la richesse pour toutes les Québécoises, tous les Québécois, mais le secteur manufacturier québécois qui était plus dynamique que jamais. Par contre, la réalité, c'est qu'on s'est dit, avec la COVID, et la crise sanitaire qu'on a vécue et qu'on vit encore aujourd'hui, est-ce que c'est vrai encore? Est-ce que le secteur manufacturier est aussi important pour l'économie québécoise que ça l'était avant la crise sanitaire? Et est-ce qu'on repart de la case départ? Est-ce qu'on se dit tout a changé? La réponse, c'est que non, pas tout a changé. Au contraire, le secteur manufacturier qui demeure la carte maîtresse d'une sortie de crise réussie, mais également qui demeure le moteur de l'atteinte de tous les objectifs économiques du gouvernement du Québec. Donc, vous le voyez à l'écran, on avait 3 objectifs, les 3 premiers, qui étaient des objectifs qui étaient déjà connus pré-crise sanitaire. Donc, c'était déjà des objectifs énoncés par le gouvernement du Québec. Le 4e, qui est naturellement un objectif qui s'est ajouté durant la crise. Donc, pour les 3 premiers, naturellement, on veut des emplois bien rémunérés. Le secteur manufacturier, c'est le champion des emplois payants. On voit des salaires qui sont 17 % plus élevés dans le secteur manufacturier que dans le secteur des services en général. Donc, encore une fois, si on veut aller chercher des emplois bien rémunérés, ça passe par le secteur manufacturier. On parle d'accélérer les investissements des entreprises en innovation et en productivité, mais dans les 2 cas, le secteur manufacturier, c'est le champion, autant dans l'innovation que dans la productivité. Au niveau de l'innovation, c'est plus d'$1 sur 2 de l'innovation québécoise qui provient du secteur manufacturier, donc plus de 50 %. Et au niveau de la productivité, c'est 57 $ de l'heure de création de richesse au PIB. Donc, pour chaque heure travaillée par un employé, un travailleur du secteur manufacturier, on génère 57 $ de contribution au PIB québécois. C'est le 2e plus grand secteur en importance. Le plus grand en soi, si on enlève le premier qui est naturellement très élevé, très, très loin devant, qui a un contexte particulier au niveau de l'exploitation pétrolière et gazière, donc la productivité qui est dans les 150 $, donc qui est très, très, très différente de tous les autres secteurs économiques du Québec. La deuxième chose à savoir, c'est que le secteur manufacturier, c'est celui qui a vécu la plus grande croissance dans la dernière année au niveau de sa productivité. Donc, encore une fois, secteur manufacturier, champion de la productivité. La 3e notion, c'est accroître les exportations à 50 % du PIB. Bien, c'est certain que le manufacturier étant 2 fois plus que les services et 8 fois plus que les ressources naturelles, bien, le secteur manufacturier est un des pivots critiques pour atteindre les objectifs d'exportation du gouvernement du Québec. Donc, sans le manufacturier, c'est certain que nos objectifs d'exportation, qui est la manière de créer de la richesse pour une société exportatrice comme nous,
bien, c'est certain qu'on risque de manquer la cible. Avec le secteur manufacturier fort derrière nous, c'est certain qu'on a plus de chances. Et comme on le disait, le dernier objectif économique qui s'est ajouté, c'était le retour à l'équilibre budgétaire dans les meilleurs délais possibles. Bien, le secteur manufacturier, c'est le champion des finances publiques. C'est 10 milliards de dollars de contributions au Québec et 3,5 milliards de dollars au Canada en termes de revenus fiscaux et parafiscaux, pour un total de plus ou moins 13-14 milliards. On sait qu'actuellement, le coût de la crise avait été estimé par le ministre des Finances récemment à plus ou moins 30 milliards de dollars. Donc, on parle que juste au Québec, c'est le tiers de ce montant-là, la valeur annuelle du secteur manufacturier en contribution. Donc, encore une fois, si on veut revenir à un équilibre budgétaire, le secteur manufacturier est inévitable et essentiel. On doit avoir un secteur manufacturier sain et dynamique pour y arriver. Maintenant, les régions. Donc, Louis, de ce côté-là, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, tout à fait. Antoine, on parle d'un vent de changement dans les régions, puisque si on regarde la colonne du milieu où on regarde l'impact économique du secteur manufacturier selon les régions, c'est certain que la masse critique, il y a une masse critique importante sur l'île de Montréal avec 17 milliards de PIB, mais on sait que la région de Montréal n'est plus en croissance depuis des années. Alors, c'est une région qui est stable à 0 %. Et donc, on voit que la croissance est dans les régions maintenant. Si on continue sur la thématique de la masse critique, là, la taille du secteur manufacturier, c'est certain que Montréal et ses deux rives, donc Montérégie et Laurentides, sont dans le top 5, ainsi que Capitale-Nationale, l'autre grand centre, Québec, et Chaudière-Appalaches, aussi la rive sud de la Capitale-Nationale. Donc, ces 5 régions-là jouent pour beaucoup dans l'équation du PIB manufacturier au Québec. Reste que si on regarde à gauche, l'importance du secteur manufacturier dans le 100 % des économies des régions, on voit qu'on atteint des scores, ma foi, qui sont légaux de l'économie de la Chine. L'économie manufacturière de la Chine, si on regarde avec Chaudière-Appalaches, 28 % de l'économie constituée du secteur manufacturier, le centre du Québec et d'autres. Et on voit que les régions veulent jouer la carte du secteur manufacturier pour leur développement économique. Et si on regarde maintenant la croissance, la colonne de droite, on voit que toutes les régions sont en croissance. On regarde la Gaspésie avec sa filière de transformation alimentaire notamment, 14 % de croissance par année au cours des 4 dernières années. Le nord du Québec, filière transformation du bois, 13 %, Chaudière-Appalaches et d'autres. Donc, on voit qu'il y a une mouvance actuellement comme quoi les économies manufacturières se développent de plus en plus parce qu'on a compris l'importance de ce secteur-là. Pour 10 emplois créés dans le secteur manufacturier, on en crée 7 dans les services. Alors, voilà pour la petite histoire de l'économie manufacturière dans les régions. Merci, Louis. Bien, en fait, le cœur de notre présentation, ça s'appelle l'ère des transitions. Il faut bien en parler de ces fameuses transitions-là. Donc, comme vous le voyez, c'est 12 transitions au total qui sont présentement en train de transformer notre économie, notre société. C'est un changement de paradigme complet, autant dans l'industrie qu'en général. On les a catégorisées sous 2 thématiques. D'un côté, des transitions qui sont préoccupantes, d'un côté, des transitions qui sont habilitantes. Il y en a 12 au total. Pourquoi préoccupantes? Parce qu'il y en a certaines qui sont plus de nature, justement, préoccupante, menaçante. Naturellement, certains pragmatiques entre vous vont dire tout ce qui est là, moi, ça m'interpelle, puis au contraire, c'est des opportunités. Naturellement, si on les adresse comme il faut, même les transitions qui sont préoccupantes peuvent devenir des opportunités. En effet, vous n'avez pas tort du tout, au grand contraire. Il y a 2 transitions qui ont fait leur entrée durant la COVID, donc qui n'étaient pas là au début, c'était bien 10 transitions originalement. Il y en a maintenant 12, c'est celles complètement à droite, donc la préventive et la communicationnelle, qui ont fait leur entrée dans le contexte qu'on a vécu, sont plus importantes que jamais. Le modus operandi aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter 7 transitions de manière plus survol tout de suite, et ensuite, on va vous en présenter 5 qui ont été sélectionnées en lien avec les réalités régionales. Et une d'entre elles est la vedette, donc celle qui va faire l'objet d'un panel un petit peu plus tard, justement avec notre collègue de Premier Tech qui va pouvoir nous parler à la toute fin avec Louis à l'animation. Donc, dans un premier temps, les 7 transitions qui n'ont pas été retenues pour prendre un petit peu plus de temps durant la présentation, la première, c'est l'autarcique.
tout l'accès vital au marché d'exportation, qui était déjà plus un acquis avant la crise sanitaire qu'on a vécue, mais ça s'est accentué avec la COVID-19. Le protectionnisme, qui était déjà une tendance lourde, entre autres chez nos voisins du Sud, qui met à risque les revenus d'exportation d'entreprises qui sont concentrés sur peu de marchés géographiques. Donc, des entreprises qui sont uniquement exposées à 1 ou 2 marchés géographiques sont mis à risque par cette réalité-là. On assiste aujourd'hui, comme on va assister dans le futur, à plus que jamais, à un repli sur soi des États. Et ça se fait plus tôt que tard et à travers le monde. Donc, tous les pays actuellement ont une forme ou une autre de protectionnisme et ça va rester à certains égards avec l'intention d'avoir une production et un approvisionnement local pour se prémunir d'autres perturbations comme on a vécu. La deuxième transition, c'est la transition générationnelle, le fameux grand dossier de reprenariat qu'on entend déjà depuis une décennie environ, qui est une œuvre inachevée, mais qui continue à vulnérabiliser notre industrie manufacturière. Donc, en sortie de crise, il y a des entreprises qui ont disparu en cours de route, il y a des entreprises qui vont être nées de la crise, mais dans tous les cas, celles qui vont avoir survécu vont avoir été fragilisées, c'est certain. Pour la majorité, du moins, naturellement, toujours des exceptions. Qu'est-ce que ça va être l'impact de la crise sur l'attitude d'un propriétaire cédant qui est en fin de carrière actuellement? Bien, c'est certain qu'à la sortie, il risque d'avoir un certain attentisme et une patience pour vouloir revaloriser l'entreprise. Donc, pour certains, ça va être la réaction. Pour d'autres, au contraire, ça va être de rapidement se départir pour passer à la prochaine étape, puis ne pas vouloir revivre ça dans le futur pour les entreprises qui ont vécu beaucoup plus de difficultés. Donc, il va y avoir les deux extrêmes dans le spectre. Dans tous les cas, ça va être une belle opportunité pour des repreneurs de faire des belles acquisitions. La question, c'est est-ce qu'on va assister à un boom entrepreneurial manufacturier? Ça reste à confirmer, mais c'est quelque chose qui est une possibilité définitive. Troisième transition, c'est la transition financière. C'est toute la transformation des paradigmes financiers. On le sait avec des transitions comme la transition technologique qu'on va parler aujourd'hui, d'autres transitions comme la expérientielle, la circulaire ou encore la générationnelle qu'on vient de mentionner. Il va y avoir des ajustements immédiats qui vont être requis, autant du côté des entreprises, par la transformation de la fonction finance, d'avoir une fonction finance beaucoup plus stratégique, beaucoup plus prévisionnelle qu'orientée sur l'historique, qui est beaucoup plus axée sur l'intelligence, sur du temps réel, donc une fonction finance beaucoup plus à valeur ajoutée. Mais aussi, il va y avoir un ajustement requis des institutions financières, adaptation des produits financiers qui sont plus adaptés à une réalité 4.0, la personnalisation des services offerts qui est de plus en plus recherchée. On parle également de la gestion du risque 2.0, donc comment est-ce qu'on gère nos risques dans une période post-COVID, des nouveaux modèles d'affaires uniques qui vont ressortir, donc comment est-ce qu'on s'adapte au financement de ces modèles d'affaires-là, l'importance des business cases qui s'en vient de plus en plus grande, la capacité à soutenir des vagues d'investissement qui sont déjà commencées même. Dans tous les cas, la transition financière qui va frapper fort avec toutes les autres transitions qui s'accentuent et qui s'accélèrent. La transition préventive maintenant, les entreprises et les organismes qui vont toujours devoir être dans un état de préparation adéquat pour faire face à des perturbations futures, que ce soit des crises économiques, des guerres commerciales, des pandémies comme on a vécu, des catastrophes naturelles ou tout autre événement qui pourrait être dommageable et qui aura un indice élevé de dangerosité pour l'entreprise ou de criticité qui mettrait à risque rapidement à court terme l'entreprise, qui la rendrait vulnérable ou inopérante. Donc, cette posture de prévention et de prévision-là va être très importante avec une vigie constante, des nouvelles gestions de risque et toutes ces réalités-là pour être sûr de ne pas être autant perturbé dans une crise ultérieure. Transition matérielle maintenant, tout l'engouement pour les matériaux durables, les matériaux recyclés qui sont à forte valeur ajoutée. On sait que tous les matériaux avancés sont en accélération actuellement, entre autres avec la transition circulaire, mais aussi avec la transition au niveau de l'allègement des matériaux. Donc, quand on parle entre autres d'électrification des transports, on sait qu'il y a une grande tendance vers ça. C'est sûr que ça va être un vecteur pour l'accélération de la transition matérielle. Allègement des transports égale nouveaux matériaux, allègement des matériaux. Donc, on arrive avec des matériaux avancés dans ce cas-là. Sans oublier tous les matériaux qui sont reliés à la crise sanitaire. Exemple, on a entendu beaucoup parler de l'aluminium antimicrobien d'A3 Surface dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, partout dans les médias au début de la crise. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est certain que cette réalité-là des matériaux avancés qui vont changer la donne dans plusieurs secteurs d'activité va être quelque chose qui va être à garder à l'œil et à considérer dans les réflexions stratégiques des entreprises. Les deux dernières, la transition expérientielle, c'est toute l'économie de produits qui est challengée par la nouvelle ère de l'expérience client. On sait que la tendance vers la servicification des produits a été accentuée par la COVID.
Donc, de passer de vendre un produit à vendre une expérience client. Et s'il faut maintenant être plus comme une entreprise de service plutôt que de simplement vendre un produit, bien, c'est une piste qui est maintenant de plus en plus considérée. Quand on parle de certification, on peut parler, par exemple, au lieu de vendre un moteur d'avion qu'on a fabriqué avec X milliers de dollars puis qu'on vend à X plus 20% de milliers de dollars, bien, finalement, on loue des heures de vol. Puis on inclut de la maintenance, on inclut de la mise à niveau, on inclut des améliorations, puis on garde la possession du produit. Un exemple parmi d'autres, mais toute cette tendance-là vers la certification est un changement de modèle d'affaires complet. Puis, plus loin encore que ça, il y a toute la notion d'expérience client qui est de plus en plus importante. Puis, avec la COVID, on sait, les entreprises ont dû se réinventer pour rendre disponibles leurs produits et services de toutes sortes de manières créatives. Cette réalité-là qui va faire évoluer des nouveaux modèles d'affaires est entre autres rendue possible par la transition technologique qui va être présentée dans quelques secondes par mon collègue Louis. La dernière transition, c'est la transition écosystémique qui est également en contexte, en collaboration, en corrélation avec la transition technologique qui va être présentée par Louis dans quelques secondes. C'est tout l'écosystème d'affaires québécois exceptionnel qu'on a dans nos régions qui est prêt à propulser l'ère des transitions. Cet écosystème-là touche autant des sociétés d'État comme Investissement Québec-RIC, des organismes d'appui comme Synchronex et le réseau des 59 CCTT, que des entreprises comme Nordostello, donc du côté privé, et d'autres organismes d'appui comme Prima et ainsi de suite. Donc, vous l'avez entendu un petit peu dans nos partenaires également. Il y a un réseau et un contingent extrêmement fort au Québec et très riche qui peut propulser la transition technologique. Donc, on a la capacité de se faire accompagner. L'importance qui va être donnée à l'achat local risque de propulser encore davantage cet écosystème-là, ce qui va amener des belles opportunités d'appuyer la relance. Mais il faut réussir à s'appuyer sur cet écosystème-là si on veut réussir autant la transition technologique que toutes les autres. Donc, sans plus tarder, Louis, je te cède la parole pour nous ouvrir le bal sur la transition technologique maintenant. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Antoine. En fait, la transition technologique, parmi les 12, on pourrait dire que c'est la grande incontournable. On a, au cours des 5 dernières années, vu beaucoup d'attentisme des entreprises qui n'étaient pas sûres de vouloir passer à l'action, qui écoutaient, mais qui semblaient vouloir attendre. Et les sondages à cet effet étaient assez négatifs, comme quoi la grande majorité des entreprises regardaient passer la parade, ni plus ni moins. Pourquoi? Bien, plusieurs raisons. Une étude réalisée justement par la FCCQ et son comité manufacturier, innovation, exportation, perspection de complexité, par exemple, par rapport à ça, méconnaissance des partenaires d'accompagnement. On sait maintenant que les entreprises manufacturières sont loin d'être seules dans ce combat. Elles peuvent être très, très, très bien accompagnées. Et aussi le manque de main-d'œuvre. Alors, compte tenu qu'il y avait cette grave crise de main-d'œuvre, plusieurs entreprises ne voyaient pas la possibilité d'avoir le personnel requis, les équipiers requis pour employer un langage premier tech, pour réaliser cette tâche-là. Reste que l'année 2019 a été marquante. L'année 2019 a été vraiment, comme on dit, là, un virage pour le secteur manufacturier, puisqu'on avait prévu, nous, des investissements en immobilisation, en productivité du capital, comme on appelle, en équipement, etc., de 800 millions. On a eu 1 milliard finalement. L'année 2019 a été une grande année pour l'investissement privé. Et les investissements en capital ont donné des résultats immédiats, ma foi. Antoine le disait tout à l'heure, on a grimpé à 57 $ d'extrants par heure travaillée, presque automatiquement avec ces investissements-là. Donc, action-réaction, on a investi en automatisation, on a investi dans le numérique et rapidement, on voit des résultats qui sont probants. Donc, maintenant, pourquoi on croit que la période COVID va faire en sorte que les entreprises vont continuer d'avoir cette volonté corporative de réaliser les investissements qui s'imposent? Bien, il y a 4 raisons pour ça. La première, c'est qu'il y a cette mouvance de 2019 qui était là. Donc, avec tous les efforts gouvernementaux, les tournées, les incitatifs, etc., tout le travail de l'écosystème d'affaires du réseau des CCTT et d'autres, on avait réussi à créer cet engouement pour
l'investissement en automatisation avancée et numérique. Et comme le disait, ma foi, Antoine Nador, quand je fais des citations, alors je ne voudrais pas le priver de ce plaisir-là, comme le disait le grand sorcier Gandalf du Seigneur des Anneaux, les choses en mouvement ne peuvent être arrêtées. Alors, ne serait-ce que pour ça, on croit qu'on est dans une mouvance et ça va continuer. Deuxièmement, COVID-19 a été un laboratoire expérimental extraordinaire pour la transformation numérique. On a vu que le numérique a littéralement sauvé le secteur des services qui était, où c'était très problématique. Et même les manufacturiers ont utilisé le numérique au niveau de leur vente. Alors, on a vu que le commerce électronique, même d'entreprise à entreprise, a pris un essor qu'on n'avait pas du tout avant. Presque 80% des Québécois et des Québécoises ont fait des achats en ligne pendant COVID-19. C'est quand même tout un changement. Troisièmement, on a parlé beaucoup aussi des chaînes d'approvisionnement très longues des manufacturiers, souvent jusqu'en Asie. Et on a vu pendant COVID à quel point ça a été problématique. Alors, il y a eu des ruptures de ces chaînes-là. Donc, les entreprises ont été en rupture de matières premières et n'ont pas pu livrer leur stock, etc. Donc, ça a été assez problématique. Et là, les entreprises manufacturières vont vouloir raccourcir leur chaîne d'approvisionnement et encourager, entre autres, les entreprises locales et régionales. Mais ça va occasionner une augmentation de coûts qui peut être légère à moyenne et il va falloir compenser par quelque chose. Alors, là où on aurait le meilleur rendement pour baisser les coûts, c'est en augmentant la productivité et l'investissement en automatisation et dans la transition numérique représente un vecteur absolument incontournable. Et finalement, la pénurie de main-d'œuvre, je disais, qui nous revient, peut-être encore plus forte qu'on l'a connue avant. Et donc, il faut aller vers l'automatisation. On n'a pas le choix parce que les personnes dont on a besoin, les équipiers et équipières dont on a besoin ne seront pas nécessairement au rendez-vous. On va parler tout à l'heure, justement, des travailleurs issus de l'immigration, bien sûr, qui sont une solution également absolument incontournable. Reste que les conditions sont là. Finalement, quoi faire pour les entreprises? Je pense qu'on n'a pas d'excuse pour ne pas s'être informé sur la transition technologique. Il y a des diagnostics nombreux maintenant qui sont disponibles. Il y en a un du gouvernement du Québec. Si on veut faire 2 jours, si on va faire 1 jour, ou si on veut faire quelques heures, on a l'embarras du choix. Les options sont là. Mais si on ne comprend pas sa maturité numérique, à quel niveau on est rendu avec son entreprise, c'est difficile d'envisager par où commencer, s'attaquer à quoi en premier, etc. Donc, je pense que c'est un passage obligé. Et c'est là qu'on peut développer notre feuille de route dans le temps, puisque ça va se faire dans le temps. Ça ne se fait pas en quelques mois. Et où, je pense, on peut faire des progrès, c'est le dossier d'affaires. Les entreprises ont de la difficulté à évaluer les coûts. C'est un peu la même chose pour les projets en technologie d'information. Évaluer les coûts devient assez hasardeux. Évaluer les retombées avec le retour sur l'investissement, évaluer le temps de recouvrement. Les manufacturiers ont été habitués à du 12-18 mois. Je pense qu'il faut reviser nos attentes par rapport à ça. Avec la transition numérique, il y a une gestion du changement importante avec les équipiers et équipières. Il y a une compréhension des technologies à avoir, etc. Et on va parler plus de 3 à 5 ans. Donc, ça représente un défi financier pour les entreprises. Heureusement, le secteur financier du Québec est en train de se mettre à niveau très rapidement et on est au bon niveau. On est rendu à l'ère de finance 4.0 aussi. Et donc, voilà pour la transition technologique. Il n'y a pas d'excuse maintenant pour ne pas prendre le taureau par les cornes et y aller si on veut être encore ici dans 5 ans. Louis, on te laisse continuer avec la transition régionale. Bien, la transition régionale, elle est capitale ici parce que nous, ce qu'on dit,
c'est que une majorité de fleurons du Québec vont provenir des régions dans les années à venir. On va parler de Premier Tech tout à l'heure, qui est absolument une entreprise exceptionnelle, presque du jamais vu au Québec, la plus internationale de toutes les entreprises du Québec situées en région. Qui aurait cru qu'on pouvait faire ça? Ben, c'est maintenant, il y en a partout des entreprises qui se développent et qui sont compétitives à l'échelle mondiale, partout dans les régions du Québec. Et pourquoi? Parce qu'il y a des conditions gagnantes dans les régions. D'une part, il y a un tissu économique souvent, comme on dit, tissé serré, une communauté d'affaires qui se tient ensemble, une certaine solidarité, groupés autour d'une MRC ou de municipalités qui sont très aidantes par rapport à leurs entreprises et des organismes d'appui qui sont en région ou qui sont à l'extérieur, mais que les entreprises savent bien utiliser à juste titre. Et donc, des conditions qui sont gagnantes avec une volonté politique très, très forte des municipalités de vouloir faire grandir leur secteur manufacturier parce qu'encore une fois, c'est un secteur qui crée un impact économique. Comme on dit souvent, même dans une petite localité, une entreprise manufacturière, c'est presque la mère nourricière de la région par rapport à tous les approvisionnements qu'elle fait, le nombre de fournisseurs qu'elle peut avoir. Et le nombre d'emplois qu'on crée avec ça, d'emplois de qualité aussi bien rémunérés, comme le disait tout à l'heure. Donc, encore une fois, les régions ont compris. Je vous parlais de la carte de région tout à l'heure et on est là actuellement. Et quoi faire un petit peu pour profiter de ça? C'est bien sûr pour une entreprise de miser sur toutes les ressources et cette solidarité régionale qu'on retrouve. Il y a souvent des comités locaux régionaux pour avoir travaillé souvent avec les régions un peu partout au Québec, les partenariats qu'on y crée, etc. Donc, on a un terrain très fertile et je pense que, ma foi, Premier Tech en est la preuve vivante aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Les programmes aussi qui sont nombreux, souvent, moi, des clients étrangers me disent vous êtes bien gâtés au Québec, au Canada. Vous avez comme deux réseaux internationaux, celui du Québec, vous avez celui du gouvernement fédéral, des programmes des deux côtés. Vous êtes gâtés au Québec d'avoir autant d'appui pour développer vos projets d'affaires, notamment pour aller vers l'innovation. Et donc, il faut tirer profit de ces programmes-là. Il y en a beaucoup. Actuellement, il y a une vague qui est très positive au Québec. On voit que le gouvernement du Québec est au rendez-vous pour aider les entreprises. Il y a des annonces qui se font hebdomadairement, ma foi, partout au Québec, d'entreprises qui reçoivent un appui financier, technique ou autre de différents organismes et des gouvernements. Donc, parfois, ce n'est pas facile de savoir quels sont ces programmes-là. Puis, donc, il faut pouvoir s'informer. Souvent, les organismes économiques dans les régions sont très au fait, les chambres de commerce aussi. Mme Collin est avec nous aujourd'hui, qui est sûrement une excellente courroie de transmission. Et on parlait des IQ-CRIC, on parlait du réseau des CCTT qui sont incontournables ici. Donc, exploiter pleinement l'écosystème d'affaires québécois qui peut vous aider de multiples façons. Et les manufacturiers ne sont pas seuls. Et de dire que c'est le cas, ben, c'est ce qu'on appelle en bon québécois une défaite. Et il faut aller de l'avant et les régions est un terrain très, 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 très propice. Merci Louis. Maintenant, allons-y vers la transition circulaire. Donc, la transition circulaire, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est une réalité qui nous permet de joindre deux notions qui ont souvent été perçues comme étant impossibles à concilier. Et c'est l'idée que la transition circulaire, c'est la réponse économique au changement climatique. Donc, c'est très intéressant comme concept parce que ça nous permet de relier une notion qui est l'environnement, qui est souvent associée à une contrepartie opposée à l'économie. Et nous, ce qu'on entend, c'est que la transition circulaire permet de concilier ces deux notions-là. Le positionnement d'une transition circulaire permet le positionnement différencié des entreprises qui l'adoptent. C'est de plus en plus recherché, autant par des clientèles
d'affaires, donc B2B, que des clientèles d'individus, de citoyens B2C, qui s'intéressent de plus en plus à cette notion-là, développement durable, environnemental, dans un monde où on sait qu'on a des ressources qui s'amenuisent, puis où les rebuts de l'un peuvent devenir la matière première de l'autre. Donc, en termes simples, on sait que le linéaire, c'est facile, c'est on prend un produit, une matière première, on fabrique avec, on l'utilise pour concevoir des produits, on utilise le produit, quand on a terminé, on en dispose et c'est la fin de l'histoire. Avec le circulaire, c'est simplement qu'on enlève la partie disposée le plus possible et on ramène après l'utilisation au début de la chaîne pour devenir la matière première d'un produit subséquent. Donc, cette transition-là, circulaire, elle est premièrement inévitable, avec des ressources, comme on le disait, qui s'amenuisent, mais elle est également extrêmement stratégique. Elle n'est pas juste environnementale, même si elle a des effets positifs de ce côté-là naturellement. Pour le Québec, on parle de favoriser l'innovation, on parle d'accroissement du PIB, on parle de favoriser l'économie locale par du développement justement régional. Le circulaire, c'est très orienté vers la conception dans les régions, un approvisionnement local et assurer également, ça assure le développement durable. Donc, cette réalité-là a un effet pour le Québec qui est à forte valeur ajoutée. Du côté des entreprises, c'est similaire. Ça permet une différenciation d'un point de vue stratégique et on va le voir dans l'exemple de Loop plus tard dans quelques minutes. On parle de croissance. Ça peut permettre une belle croissance pour les entreprises qui vont savoir l'adopter de la bonne manière. Également, une rentabilité. Naturellement, pour la rentabilité, ça dépend comment on s'en sert. Si le circulaire, on sait bâtir un bon modèle d'affaires puissant et unique autour de ça, bien, c'est certain que ça peut devenir un outil de rentabilité. Naturellement, c'est un modèle qu'il faut avoir justement le bon modèle d'affaires parce que sinon, le circulaire peut être un défi, mais ça nous rend plus compétitifs et plus uniques. Le principal facteur d'adoption du modèle circulaire, bien, c'est sûr, ça va être la tendance marquée vers l'achat local, l'achat régional et l'objectif d'utiliser nos ressources de manière la plus efficiente possible pour éviter des pénuries d'approvisionnement dans le futur. Donc, la situation qu'on a vécue dans les derniers mois, la dernière année, amène les entreprises à réaliser qu'il faut exploiter davantage les matériaux qui sont facilement disponibles, les matières premières qui sont facilement disponibles localement pour éviter d'avoir des pénuries d'approvisionnement. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui vont contribuer à l'attraction du modèle circulaire. Bon, on vient d'en parler, la fibre nationaliste au niveau de l'achat local, c'est certain pour relancer l'économie, mais aussi la recherche d'autonomie dans nos matériaux. Donc, pour fabriquer nos produits sans perturbation ou avec un minimum de perturbation, d'avoir un approvisionnement qui est plus certain dans des contextes de rupture de stock, mais également pouvoir utiliser nos matériaux de manière innovatrice pour entrer dans notre chaîne de valeur. Donc, toute cette réalité-là est également appuyée par l'intention du monde en général d'avoir un monde plus vert et plus durable. Avec la COVID, c'est certain qu'on a vu une certaine perturbation de ce côté-là. Historiquement, on parlait avant la COVID, on voyait l'environnement qui était à l'avant-plan des communications pendant l'année ou deux avant la COVID. C'était sur tous les médias, ça faisait un tabac, disons, cette réalité-là, et tant mieux. Avec la COVID, disons que ça a été relégué au deuxième rang, c'est certain. Il ne faut pas se le cacher. Les gens, c'était moins leur priorité numéro un. Mais reste que, est-ce que cette réalité-là va revenir après la crise sanitaire? Est-ce qu'elle revient déjà aujourd'hui? Bien, c'est certain que d'une part, les travailleurs qui ont été confinés ou qui ont perdu leur emploi pendant une période ou encore aujourd'hui vont avoir développé certains réflexes de frugalité en devant diminuer leur consommation puis leur déplacement. D'un autre côté, est-ce qu'on va être prêt à payer plus cher pour des produits locaux? Est-ce qu'on va accepter de changer nos habitudes de vie? Ça reste à voir. Mais dans tous les cas, on sait que le rôle d'exemplarité des gouvernements en ouvrant les marchés publics aux entreprises circulaires va être la clé. Dans le passé, on a vu une volonté politique qui était déclarée. Les habitudes d'achat, par exemple, des principaux donneurs d'ordre qui ne suivaient pas nécessairement la route. Donc, il doit y avoir cette certaine prime-là à l'adoption du modèle circulaire pour que ça se propage dans l'économie de manière un petit peu plus complète. Naturellement, la grande question, c'est quoi la recette magique du circulaire? Comment intégrer ça facilement dans une entreprise? Est-ce qu'il y a une recette magique qui fait en sorte qu'on la suit et c'est sûr qu'on trouve notre voie? Bien, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, il n'y en a pas de recette magique. Il n'y a pas une façon de faire. Par contre, ça fait en sorte que comme le one size fits all n'existe pas, toutes les entreprises, peu importe la taille, peu importe la nature, le secteur, il y a une façon de l'intégrer. Peut-être moins, peut-être plus organiquement, peut-être un petit peu plus difficilement, mais dans tous les cas, toutes les entreprises peuvent voir une façon d'intégrer cette réalité-là.
Puis quelques exemples pour donner une petite caricature. On prend par exemple Michelin qui a transféré certains de leurs actifs en mode location plutôt qu'en mode de vente. Donc, ils louent les pneus et ensuite, au changement de pneus, ils réutilisent les composantes pour fabriquer des nouveaux pneus. Donc, ils utilisent leurs propres produits pour fabriquer la prochaine édition du produit. Donc, ils coupent complètement l'aspect de disposition, puis ils reviennent avec la réutilisation directement. Ce n'est pas systématique, mais c'est en intégration. Loop, qui est en symbiose industrielle, j'en parlais un petit peu plus tôt quand je parlais de différenciation stratégique. Loop, qui est en symbiose industrielle avec Courchain de la Rose, donc ils produisent des jus, des bières avec les fruits mal aimés. Donc, les fruits mal aimés de Courchain de la Rose, qui sont donc les producteurs au niveau des fruits et légumes dans les épiceries. Les fruits qui ne feraient pas la cote pour se rendre en épicerie, à ce moment-là, ils sont réutilisés dans les bières, dans les jus. Ils sont toujours bons pour l'utilisation, mais c'est juste qu'ils ne sont pas vendables visuellement. Donc, ça permet à Loop d'avoir une différenciation stratégique dans leur positionnement, dans un marché qui est extrêmement concurrentiel avec des entreprises, des microbrasseries, qui en a des milliers qui essaient de se différencier. Bien, eux ont trouvé une façon d'être créatifs parmi toutes les autres. Donc, cette réalité-là est très intéressante. On voit d'autres entreprises comme Soleno, qui a été un panéliste un petit peu plus tôt dans la tournée à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui fabriquent des produits en PEHD. Donc, ils prennent du plastique, exemple de bouteilles de lave-glace ou d'autres éléments, donc des plastiques un petit peu plus épais comme ça, et ils recyclent ces produits-là pour les entrer dans leur fabrication de tuyaux d'eau pluviale et autres sous la terre, près des routes et autres. Donc, cette réalité-là, encore une fois, de prendre un produit qui peut être réutilisé dans la fabrication de leurs tuyaux. Et d'autres exemples également, là, sans tous les passer. Maintenant, la grande question sur quoi faire, comment est-ce qu'on met à profit cette réalité-là de transition circulaire? La première étape, c'est sûr, c'est d'en prendre en compte dans sa planification stratégique. C'est le genre de transformation qui affecte le modèle d'affaires. Donc, ce n'est pas le genre de décision qui est pris à la légère sur le coin d'une table. C'est le genre de réflexion qui doit être intégrée dans une réflexion stratégique, qui doit être positionnée aux plus hautes instances de l'organisation et de montrer une volonté et un leadership de la haute direction. La deuxième chose, c'est d'évaluer comment ça peut s'appliquer, quels modèles peuvent être intégrés, puis comment ça va ultimement affecter le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, ça mérite une réflexion sur quels sont les fournisseurs potentiels, puis ça peut être des fournisseurs extrêmement atypiques, quels sont les fournisseurs régionaux qui peuvent contribuer à cette transition-là pour l'entreprise, évaluer les différents modèles qui existent. On parlait de symbiose industrielle comme avec Loop, on parlait de recyclage avec exemple Soleno et d'autres. Cette réalité-là, plusieurs modèles. Donc, c'est quoi notre saveur à nous? Comment ça s'intègre? Troisième étape, c'est de faire un plan d'affaires autour de ça. Comme on parle de transformation du modèle d'affaires, du moins pour une partie de la production, ça mérite d'être réfléchi et de bâtir un business case autour de ça, bâtir le modèle financier pour voir la faisabilité, la viabilité de notre projet d'affaires. Et ultimement, la transition circulaire, ça va de pair avec des partenariats stratégiques. Si on n'a pas des partenaires dans notre réflexion, dans notre transformation, on ne réussira pas à atteindre les objectifs. Donc, il faut identifier les bons partenaires stratégiques autour de l'organisation. Exemple, quand je parlais de Loop et Courchain de la Rose, ce partenariat-là, cette proximité-là, elle est importante parce que finalement, ça devient ton fournisseur, mais plus qu'un fournisseur, ça devient un collaborateur dans le projet d'affaires en entier, puis on crée une symbiose justement entre les deux organisations. Donc, c'est ce qui résume un peu la transition circulaire qui est la réponse économique au changement climatique et qui va être une transition non négligeable pour la suite des choses. Maintenant, la transition qui suit, c'est la transition communicationnelle, la dernière avant d'entrer dans la transition vedette, qui est la transition inclusive aujourd'hui, qui va être présentée par Louis. La transition communicationnelle, c'est la grande sortie du placard, si on veut, des manufacturiers. La majorité des entreprises manufacturières, principalement celles qui sont dans une logique de B2B, donc business to business, qui étaient souvent peu portées vers l'augmentation de leur notoriété, la promotion de leur image de marque, qui sont souvent très connus dans leur cercle immédiat et ça s'arrête là parce qu'ils ont toujours senti que c'était la seule chose qui était requise dans la promotion de leur image de marque. Donc, on se retrouve dans un contexte où les entreprises ont peu appris à communiquer et à communiquer efficacement. À part peut-être celles qui sont en B2C pour lesquelles les communications externes est un petit peu plus naturelles et intuitives. À l'ère des partenariats stratégiques en lien avec la transition technologique,
qu'on a couvertes un petit peu plus tôt, c'est clair que les entreprises vont devoir nouer des alliances et garder des bonnes relations avec tous les acteurs clés de l'écosystème, comme les gouvernements, les fournisseurs stratégiques, le grand public et l'intégralité de leurs parties prenantes. Donc, l'amélioration des communications externes devient dans ce contexte-là, disons, critique, même cruciale. La transition fait également référence aussi, quand on parle de transition communicationnelle, à la marque employeur. La marque employeur qui est un objectif autant interne qu'externe. C'est un élément qui a été négligé par beaucoup d'entreprises manufacturières à travers les années, surtout avant la dernière pénurie de main-d'œuvre, jusqu'à aujourd'hui encore dans cette pénurie-là qui dure depuis plusieurs années. La marque employeur, ça doit vouloir dire quelque chose pour les parties prenantes, autant à l'interne, qui doivent se rallier à la marque, mais également à l'externe. À l'interne, parce que c'est également des ambassadeurs, finalement, pour l'image plus externe. La transition qui est souvent également, comme je le disais un petit peu au début, semblable à une sortie du placard pour des entreprises matures, rentables, mais qui sont presque totalement inconnues à l'extérieur de leur cercle immédiat. Des entreprises également manufacturières qui demeuraient à l'écart des médias sociaux, qui se disaient un petit peu dans le positionnement que quand on est dans les médias souvent cherchent des mauvaises nouvelles. C'est la perception, à tort ou à raison, on cherche des mauvaises nouvelles. Donc, c'est mieux de rester à l'écart complètement des médias plutôt que de se retrouver dans une posture où on pourrait parler de nous pour les mauvaises raisons. Donc, cette réalité-là, naturellement, que c'est accentué avec la COVID. Disons que souvent, quand on entendait parler d'un manufacturier, c'était pour dire qu'il y avait une éclosion de COVID. L'idée, c'est que les gens se disaient « J'aime mieux de ne pas être dans les nouvelles que d'être dans les nouvelles pour les mauvaises raisons ». Bien, c'est un outil, les médias traditionnels, les médias sociaux et toutes les stratégies de communication, c'est un outil qui est très sous-exploité dans l'industrie manufacturière actuellement. Mais également à l'interne, on parle des communications à l'interne qui vont devoir prendre un essor. On a vu des entreprises qui ont frappé des murs même, qui n'étaient pas très bons à communiquer, disons, et qu'avec la gestion de la crise, ils ont dû apprendre à la dure que les communications, autant à l'interne qu'à l'externe, étaient critiques. On devait être capable de générer la confiance de nos employés, de nos clients, de nos fournisseurs, de nos partenaires et même des gouvernements pour être en mesure de redémarrer ou poursuivre nos activités. On a développé ces réflexes-là, mais il faut continuer à le faire. Les communications internes ont souvent été décriées comme étant, avant même la crise, comme étant hautement problématiques dans les sondages employés. Puis, disons qu'on a dû, comme on disait, apprendre à la dure, mais les réflexes de transparence, de franchise, d'empathie envers les employés et les clients sont des bonnes pratiques qui vont devoir être poursuivies. Maintenant, quoi faire pour les entreprises? Donc, dans un premier temps, mais c'est certain que les plans de communication sont critiques. Il faut déterminer comment est-ce que l'entreprise peut devenir connue, compris et reconnue. Connue, les gens, ils voient la marque, ils savent c'est qui, on connaît l'entreprise. Reconnue, mais quand on pense à l'entreprise, on pense à des choses positives. On dit oui, ça, c'est une bonne entreprise. Je n'aurais peut-être pas su qu'est-ce qu'ils font, mais quand j'entends ce brand-là, j'ai juste des pensées positives. Puis comprise, bien, quand on pense à nous, on comprend qu'est-ce qu'on fait. Les gens, ils comprennent l'intention qu'on a, ils comprennent la profondeur de nos services ou l'étendue de nos services, puis la réalité, le positionnement qu'on a dans notre industrie. Donc, cette réalité-là, d'être connu, compris, reconnu, c'est critique et possiblement qu'il faut se faire aider même d'un fournisseur qualifié pour réussir à développer une bonne stratégie de ce côté-là. Il faut identifier nos messages prioritaires, décliner nos messages sur comment est-ce qu'on veut positionner l'entreprise, c'est quoi la grande stratégie de communication sur laquelle on veut se baser, sur quel positionnement on veut être connu. Puis ensuite, déterminer par quel canal est-ce qu'on va passer pour communiquer ça. Chaque message ne se communique pas de la même façon par les mêmes canaux, avec les mêmes mots. Et finalement, bien, il faut utiliser les médias sociaux selon les meilleures pratiques. Donc, il faut arrêter d'avoir peur des médias, autant les traditionnels que les médias sociaux. Il faut arrêter d'avoir peur, il faut surtout les exploiter, mais il faut les utiliser de la bonne façon. C'est comme ça qu'on va apprendre et pouvoir en bénéficier pleinement. Maintenant, sans plus tarder, on reste du côté humain. Communication, c'est dans l'humain. On reste du côté humain, mais cette fois-ci du côté de la transition inclusive avec Louis. Merci, Antoine. Le temps presse. Alors, je vais tenir ça à sa plus simple expression. La transition inclusive, elle est, on ne pourrait s'en passer, c'est le cas de le dire, puisque on a vu que la croissance économique du Québec est totalement tributaire des seuils d'immigration, puisque 80% de la croissance démographique, elle vient de l'immigration. On sait qu'on fait moins d'enfants, les courbes démographiques ne sont pas avantageuses. Et encore une fois, c'est très important de maintenir les seuils d'immigration parce que
il faut du monde pour travailler dans le secteur manufacturier et dans d'autres secteurs aussi. Et on n'y a pas le choix. On va parler de certains défis tout à l'heure, dans quelques minutes, avec Yvan Pelletier, mais souvent, le milieu d'accueil est inadapté en entreprise. Pour des entreprises, c'est comme un choc si on n'a pas eu beaucoup d'équipiers ou d'équipières issus de l'immigration dans le passé. Et aussi par rapport à la communauté environnante. Parfois, les services sont disponibles parce que les personnes qui viennent travailler en région dans une entreprise X, Y, Z s'attendent à avoir un milieu de vie, donc avoir une communauté dans laquelle on peut s'accomplir. Ces gens-là ont des enfants, des conjoints, des conjointes, etc. Alors, il faut un petit peu penser à tout ça. Et le plus grand défi que l'on voit, c'est la rétention, être capable de retenir les travailleurs, travailleuses issus de l'immigration en région, qu'après quelques années, par exemple, si leur communauté culturelle est plutôt située dans les grands centres, bien, qu'on déménage à Montréal ou à Québec ou ailleurs et qu'on ne reste pas dans la région. Et là, on perd tout notre investissement et on perd plus que ça parce qu'on perd toute une belle communauté de personnes qui pourraient enrichir la région. Et donc, encore une fois, le risque, c'est qu'il ne reste pas, et on va parler de ça tout à l'heure aussi. Et donc, les entreprises doivent jouer un rôle important. Parfois, dans le quoi faire très régulièrement, parfois, il faut commencer par être capable d'intégrer les personnes issues d'immigration dans l'entreprise. Donc, ça commence par le haut, ça commence par le haut dirigeant, les hauts dirigeantes qui doivent donner l'exemple. Il faut se donner un plan de match, des pratiques, etc. Si on peut aller à l'autre diapositive, Antoine. Et donc, il faut s'organiser, ça s'organise, comme on dit. Il faut impliquer les employés dans l'équation aussi. Et il faut mobiliser les ressources locales et régionales, justement, pour qu'on ait aussi, qu'on réussisse l'intégration dans le milieu de vie. Et sinon, ben, il faut pallier à ça soi-même. Il y a toutes sortes d'anecdotes, Yvan va nous en raconter aussi, comme quoi les entreprises deviennent, ma foi, des aubergistes, des transporteurs, quasiment offrent un service de concierge. Alors, c'est vraiment incroyable à quel point il faut être débrouillard et résilient quand on n'est pas super organisé dans la région pour accueillir un nombre croissant de personnes qui n'ont pas de permis de conduire, qui ne sont pas, encore une fois, intégrées dans tout le système québécois et le système local. Alors, cela étant dit, on va y aller tout de suite avec, le temps passe, on va y aller tout de suite avec l'entrevue. Et je suis très fier aujourd'hui qu'on puisse faire une entrevue avec Premier Tech, une entreprise que j'admire énormément. Peut-être que Yvan m'a parlé 30 minutes, il va dire qu'il a créé un monstre dans notre petit appel de préparation. Mais je voudrais remercier Christian Noël aussi, mon cher collègue du Comité manufacturier, innovation, exportation, d'avoir rendu ça possible. Je sais que tu es là, Christian, merci beaucoup. Et on parle d'une entreprise centenaire. Moi, je dis toujours que la vraie gloire, c'est durer. Et des entreprises centenaires, on a vu le classement du journal Les Affaires, des entreprises pérennes, comme ils appellent. Il n'y en a pas un gros lot d'entreprises qui sont centenaires au Québec. Je calcule un peu, là, c'est comme 4-5 générations, ça, je pense, centenaire. Et une entreprise qui est étendue sur la planète, 47 usines, 17 pays. C'est vraiment extraordinaire. Une entreprise qui donne l'exemple sur l'investissement aussi. Alors, l'investissement en innovation, c'est un modus operandi chez Premier Tech. Alors, on pourrait en parler longtemps parce que c'est une entreprise qu'on gagne à connaître parce qu'on découvre tout un monde, ma foi, avec Premier Tech. Et là-dessus, j'accueille Yvan Pelletier, qui est vice-président principal développement organisationnel. Alors, merci d'être là avec nous, Yvan, aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, derrière le haut gestionnaire d'une grande organisation, il y a un humain, n'est-ce pas? Alors, avant toute chose, alors tu nous parlais peut-être de toi comme ton parcours professionnel dans un premier temps, Yvan. D'abord, bon matin Louis, bon matin tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'ai assisté à l'ensemble des couvertures que vous avez faites ce matin, fort intéressant, je dois l'avouer. Mon parcours, bien, écoutez, ça se résume après 1 an d'études à l'Université de Sherbrooke en sciences politiques, puis une année d'escapade dans l'Ouest canadien. J'ai gradué en 1999 en relations industrielles à l'Université Laval.
J'ai d'abord commencé ma carrière chez Premier Tech en 99. J'étais à cette époque-là en charge du recrutement pour l'ensemble des activités de Premier Tech. Je peux déjà vous confirmer que l'état de la situation au niveau de la main-d'œuvre était autrement différent, complètement différent de ce qu'elle est aujourd'hui. Et de fil en aiguille, j'ai fait mes classes dans une autre entreprise manufacturière, Bombardier Transport, en relation de travail, développement organisationnel, formation, amélioration continue, gestion de changement, santé et sécurité, pour revenir Canada, États-Unis à cette époque-là pour Bombardier Transport et pour revenir en 2019 chez Premier Tech dans un rôle au niveau d'un de nos groupes d'affaires qui est PTGC, producteur-consommateur, comme vice-président au niveau du développement organisationnel de cette verticale-là. Et tout récemment, il y a à peine un an, Premier Tech, au niveau du global, m'a offert l'opportunité de prendre le rôle que j'occupe aujourd'hui. Donc, et je suis très fier de faire partie de cette entreprise, comme tu l'as mentionné, innovante et très ancrée dans sa région. Pour beaucoup de monde, le commun des mortels, Premier Tech, c'est de l'horticulture, c'est souvent la tourbière, etc. Oui. Mais l'histoire a évolué légèrement, on pourrait dire, au fil du temps. Oui, beaucoup. En fait, Premier Tech, effectivement, a débuté dans un créneau au niveau de la tourbe, dans l'exploitation de nos tourbières, pour rapidement évoluer dans le fil des derniers 35 ans, 30 ans, dans le domaine des systèmes automatisés. Donc, 3 grandes verticales qu'on retrouve chez Premier Tech qui regroupent 4700 équipiers à travers le monde. Donc, Premier Tech Système automatisé qui est plus notre verticale équipementier qui va faire affaire dans les palettiseurs, les robots pour offrir le service d'ensachage dans différents types d'industries, que ce soit organique, industriel. Aussi, on est dans une verticale qui est Premier Tech Eau et Environnement qui s'occupe et qui s'affaire au traitement des eaux usées pour les régions où les municipalités ou encore là les personnes possédant une maison mais qui ne sont pas connectées à un réseau municipal. Et on a aussi Premier Tech producteur-consommateur qui est effectivement le domaine de la tourbe, mais qui se développe principalement maintenant dans les substrats de culture, que ce soit pour le consommateur, le résidentiel comme vous et moi, on peut utiliser à la maison pour faire notre propre jardinage, ou encore les grands producteurs dans les domaines médicinaux ou encore maraîchers, qui ont besoin d'un substrat de culture avec des bonnes composantes pour pouvoir favoriser la croissance des plantes. Donc, 3 grandes verticales, une petite 4e qui vient de s'ajouter tout récemment, qui est Premier Tech Digital, qui vise, à prime abord, à connecter l'ensemble de nos activités. Donc, on sait, la connexion, l'automatisation, l'industrie 4.0 vise la connexion, le data derrière tout ça, et aussi offrir des services à nos clients, nos fournisseurs, qui leur permettent de mieux exploiter, connaître, comprendre le data derrière leurs équipements et aller maximiser tout ça. Donc, 4700 équipés à travers le monde, 1400 plus spécifiquement ici à Rivière-du-Loup, très affairés au niveau de l'innovation, recherche et développement. Et c'est notre empreinte maintenant sur tous les continents. Donc, que ce soit Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Océanie, on est présent partout maintenant. Par rapport aux 1400 équipiers, équipières qu'on retrouve au Québec chez Premier Tech, les travailleuses issues des migrations, l'importance que ça a dans le total, juste nous donner peut-être la loi des proportions un peu là-dessus. La loi des proportions veut que dans les dernières années, on va chercher en moyenne entre 1 et 2 % de travailleurs qualifiés à l'extérieur du Canada. Donc, on parle de travailleurs qui arrivent ici avec des formations académiques de niveau à tout le moins universitaire. C'est le domaine dans lequel on s'est concentré pour le moment. Donc, environ peut-être une trentaine de personnes spécifiquement pour Rivière-du-Loup. Mais overall, là, quand on parle, parce qu'on en fait aussi à travers le monde, hein, on n'est pas seulement vers le Canada, mais aussi entre d'autres pays. Donc, c'est en moyenne un bon 2 % de toutes les activités de Premier Tech. Certains disent que c'est compliqué d'acquérir des travailleurs sur des migrations. Certains même baissent les bras peut-être avant d'avoir commencé. Alors, c'est quoi les enjeux si on mettait de l'ordre dans ça? Est-ce que c'est si compliqué qu'on le dit? Est-ce qu'on est seul au combat avec ça ou comment vous voyez ça chez Premier Tech? Bien, toutes les entreprises ont leurs recettes. Différentes firmes vont offrir du service et du support. On est chanceux. À Rivière-du-Loup, on a le CLD avec Stéphanie et Bérangère qui offre un service incroyable pour l'accompagnement des entreprises lorsque vient le temps d'accueillir nos travailleurs. Mais il y a un parcours par lequel on doit passer. Il y a des programmes jeunes professionnels qui existent.
qui facilitent l'arrivée de nos immigrants. Encore faut-il, il faut qu'ils puissent se qualifier, mais les règles sont toutes assez simples du moment qu'on connaît l'équation, mais on peut se faire accompagner assurément par des entreprises, par des firmes spécialisées, ou encore là, aller chercher et acquérir les compétences nécessaires pour le faire à l'interne chez Premier Tech. En somme, pour vous, vous maîtrisez la chose, vouloir aller en chercher plus, vous savez où, vous savez, vous avez une espèce de processus, et donc pour vous, c'est plus de la science nucléaire, disons, aujourd'hui. Ben, écoutez, ça demeure toujours un défi, mais oui, on connaît les bonnes voies d'accès, je vais le dire comme ça, je vais le présenter comme ça, pour pouvoir aller chercher des travailleurs étrangers, qualifiés, je le dis bien, dans les régions aussi qu'on a identifiées qui sont plus facilitantes. Donc, on parle souvent de l'Amérique du Sud, la France, la Belgique, que ce soit tout ce qui est Afrique du Nord, le Maroc, où est-ce qu'on va retrouver des gens qui ont des habiletés de rapidement parler le français, qui viennent rapidement aussi avec des compétences techniques très avancées, très poussées, et ça facilite d'une part leur intégration, bien que ça demeure un défi de tous les jours, de tous les instants dans les débuts de tout ça. Oui, tout à fait. Parlant justement du défi de retenir, bien intégrer et retenir, comme je le disais, les personnes en région et tout ça, j'imagine qu'il faut structurer ça un peu, il faut avoir des politiques, il faut avoir des pratiques, des processus de façon à assurer de se donner des conditions gagnantes. Peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce qui est important par rapport à certains enjeux qu'on pourrait rencontrer sinon, là, des défis qu'on a, puis un petit peu qu'est-ce quelle a été votre réponse à ça? Bien, tout réside dans la planification puis dans la préparation de l'arrivée et l'accueil du nouvel équipier qui va s'en venir chez Premier Tech, évidemment. Donc, on a un système de parrain-marraine à l'interne où est-ce qu'on va tout de suite rapidement identifier une personne qui va faciliter l'intégration de ce nouveau joueur-là. Donc, oui, il y a l'intégration de l'équipier au sein de l'équipe par le gestionnaire, par l'équipe elle-même, qui va offrir un accompagnement interne dans le milieu de travail. Mais le parrain-marraine va être là comme ressource pour faciliter aussi certains domaines auxquels on ne pense pas. Les conditions de succès derrière tout ça ne résident pas juste au niveau de l'équipier, mais résident bien autour de sa famille, ses enfants, son conjoint, sa conjointe. Et si on réussit à sécuriser ce noyau-là, à faciliter leur intégration, à faire la démarche pour les accompagner, comme je mentionnais avec le CLD, pour l'accueil et l'intégration, trouver les garderies, trouver le logement, identifier quelle banque utiliser, ouvrir le compte de banque, le coiffeur, l'esthéticienne. Il y a un paquet de domaines. Il faut penser que la personne arrive dans un nouveau milieu auquel on ne pense pas. Puis, il faut rapidement lui donner les différents points d'accès qui vont faciliter sa vie rapidement. Et ça va jusqu'à aller les chercher à l'aéroport à moins 25 en plein février avec les bottes, les manteaux, la tuque pour s'assurer que le choc de la température ou climatique ne soit pas trop grand puis qu'on réussisse à leur faire vivre une belle expérience dès leur arrivée. Malgré tout ça, il y avait justement un point que je viens de voir sur le clavardage. Quelqu'un demandait. Les freins encore, malgré qu'on s'organise bien, malgré qu'avec le temps, on devient meilleur, je suppose, à le faire, on apprend de nos erreurs peut-être. Les freins encore à ce qu'on soit capable d'intégrer des choses vraiment à regarder de très près, là, ça pourrait être quoi? Souvent, ça va être dans faciliter l'intégration de travailleurs étrangers qualifiés dans des domaines où c'est peut-être plus difficile. Évidemment, il faut travailler avec les différents ministères pour s'assurer qu'on ait une plus grande ouverture et une plus grande accessibilité à la qualification de ces gens-là. Présentement, c'est beaucoup dans tout ce qu'on appelle technologie de l'information digitale. Il y a une demande tellement forte présentement de ce côté-là qu'on ne suffit pas à combler tous nos besoins. Donc, de faciliter l'intégration de ces gens-là, de travailler avec les ministères pour ouvrir les voies de l'immigration à tout type de travailleurs qualifiés étrangers qui nous permet de combler les besoins à l'interne. Présentement, on vit un déplacement de la main-d'œuvre qui va s'intensifier au Québec de par la nature de l'intelligence artificielle. Vous en avez parlé, la transition technologique va faire en sorte qu'on va devoir requalifier les gens qui sont à l'emploi présentement. C'est une autre façon de faire, mais l'immigration vient aussi pallier dans la mesure où on a accès à ces gens-là. Donc, un des freins, c'est effectivement l'accessibilité à tout type de travailleurs qualifiés qui pourraient venir contribuer au Québec. Et ça, il faut discuter avec les différents ministères pour faciliter cette ouverture-là. Par rapport aux travailleurs qualifiés,
souvent, ils viennent avec des diplômes, ma foi. Ils ont reçu une éducation dans une autre juridiction. On parle toujours de la reconnaissance des diplômes et tout ça. Est-ce qu'il faut être à quelque part pragmatique un peu dans tout ça? Une personne, je ne sais pas si c'est dans une fonction financière, une fonction administrative ou autre. Est-ce que vous êtes sur les principes là-dessus ou comment il faut gérer ça? Oui, bien, les domaines dans lesquels on évolue, évidemment, on n'est pas dans le domaine médical. Donc, cette reconnaissance-là n'a pas la même importance, je le dirais comme ça. Une formation académique dans le milieu du droit des affaires ou que ce soit en développement organisationnel ou en administration de finances, oui, il y a des particularités, mais de par la globalité de Premier Tech, on a besoin de ces compétences-là aussi. Mais dans les grands corps de métier où est-ce qu'on peut, ou dans les grandes professions dans lesquelles on évolue, puis à l'intérieur desquelles on a besoin, que ce soit en recherche et développement ou en innovation, cette diversité-là académique nous est bénéfique à quelque part aussi parce qu'il nous amène un angle de vue qui est différent, une approche d'études qui parfois est différente. Et c'est cette diversité-là qui fait la force de Premier Tech aujourd'hui. Ouais. Tu as parlé on n'a tout pas à de l'heure problème d'enjeu de reconnaissance spécifique. OK, parfait. Tu as parlé tout à l'heure des parrains-marraines. Oui. Par rapport à vous vous impliquez beaucoup, là, surtout quand il y a quelque chose, quand ce n'est pas organisé dans la région. Est-ce que je dirais, quand même, ça prend des heures faire ça, c'est du travail faire ça, accompagner une personne pour toutes sortes de choses. Est-ce que ça incombe seulement au parrain ou à la marraine ou si vous avez des personnes qui sont spécialisées dans ça? On se demande toujours, on connaît les types de postes qu'on trouve dans une entreprise. Bien, je ne sais pas quel titre ça porte une personne comme ça. Bien, écoutez, ça fait partie des gens qui travaillent au sein de mon équipe en développement organisationnel. Donc, qui est le volet toute ressources humaines qui va accompagner souvent ce travailleur-là. Donc, le premier contact va se faire avec le gestionnaire et le conseiller en développement organisationnel pour s'adjoindre par la suite du parrain-marraine, qui est un troisième point de contact. Et comme je mentionnais, les gens du CLD aussi qui gravitent autour de nous, mais qui sont un joueur clé important dans la facilitation de leur intégration sociale dans le milieu de Rivière-du-Loup. Cela étant dit, vous avez appris vraiment à vous débrouiller parce que si personne ne fait le travail d'intégration, puis les conditions gagnantes ne sont pas là, vous êtes obligé de pallier à ça. Oui. Est-ce que aussi, en parallèle, vous travaillez avec les municipalités, avec les organismes sociaux, etc., de façon à pouvoir qu'ils prennent la relève à un moment donné, qu'eux créent s'occupent de ces services-là? Est-ce que vous souhaitez à un moment donné passer le ballon, comme on dit, à des fonctions qui ne sont peut-être pas trop naturelles pour une entreprise manufacturière? Bien, comme je le mentionnais avec le CLD, effectivement, de Rivière-du-Loup, qui offre les services, ils ont rapidement développé une expertise pour faciliter ce type d'intégration-là. Évidemment, l'entreprise fait toujours partie de l'équation. On est le premier contact. C'est là que l'intérêt s'est créé souvent. Bon, le Canada est une terre d'accueil, le Québec est une terre d'accueil très, très favorable, très propice à ça. Mais lorsqu'on vient dans la granularité de ce qu'on doit tenir compte pour faciliter et mettre les conditions de succès en place, bien évidemment, tous les joueurs sont importants dans l'équation. Donc, oui, le tissu social, les organismes communautaires qui facilitent l'intégration, la rétention de ces gens-là, parce qu'on essaie de créer aussi un esprit de communauté. Bon, c'est peut-être pas une communauté de la même provenance de leur pays d'origine, mais au moins une communauté d'immigration ou d'immigrants qui leur permet d'échanger puis de faciliter sur les défis, des enjeux qu'ils rencontrent dans leur milieu présentement. Et l'entreprise, et le parrain, le marraine, le gestionnaire, le conseiller de développement organisationnel les accompagnent là-dedans pour toujours avoir rapidement le moyen de répondre à leurs attentes, à leurs besoins et faciliter encore là leurs besoins familiaux. On demandait sur le chat, Yvan, une question de curiosité peut-être plus technique à l'interne. Est-ce que les parrains, les conseillers dans ton équipe s'occupent seulement d'une personne ou ils peuvent se retrouver à être parrains de plusieurs personnes? Comment vous étalez le travail finalement pour
peut-être pas pour qu'une personne fasse ça à temps plein, finalement, là. Non, bien écoutez, au niveau du parrain, de la marraine, c'est souvent seulement qu'une personne qui va être, à qui ils vont s'adjoindre pour les accompagner, puis leur faciliter la vie dans ces champs d'activité-là. Pour ce qui est des conseillers, bien, selon les activités qu'ils supportent ou la fonction qu'ils supportent, ils peuvent avoir à l'occasion plus d'un immigrant à supporter. Et selon le cas, puis selon la complexité, puis la nature, la situation personnelle de ce nouvel équipier-là, ben, on va additionner le support nécessaire, que ce soit d'un conseiller additionnel ou d'une technicienne de l'équipe. Fascinant de voir tout ça, des fonctions un peu inhabituelles pour une entreprise, qu'elle soit manufacturière ou autre, mais si on veut réussir, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix d'aller là. Je comprends trop bien. Le temps file et s'il y a d'autres questions sur le chat, je vais les prendre. J'en ai déjà pris quelques-unes. Si tu avais 3 conseils à donner à une entreprise qui souhaite mieux intégrer à l'interne les travailleurs issus de l'immigration et aussi les retenir dans la région, si tu avais 3 bons conseils à donner, tu dis, si tu fais ça, là, probablement que tu vas faire un bon bout de chemin sur l'intégration. Bon, le premier, je l'ai effleuré un peu, puis vous ne serez pas surpris, c'est effectivement de mettre les conditions de succès en place pour le noyau familial. Ce n'est pas seulement que le travailleur à qui il faut s'intéresser et se préoccuper, mais l'ensemble du noyau familial pour faciliter leur intégration dans le milieu de vie, que ce soit garderie, école, docteur, pharmacie et autres, et la conjointe aussi pour des fois aussi faciliter son placement, si ce n'est pas chez Premier Tech, la mettre en contact avec d'autres entreprises qui pourraient être intéressées par ces services. Donc, les conditions de succès autour du noyau. L'identification d'un parrain-marraine à l'interne, au-delà du gestionnaire, il ne faut pas tout mettre sur les épaules du gestionnaire. Des fois, c'est bien de mettre une autre personne, une tierce personne en contact avec cette personne-là, donc qui va être le go-to person pour faciliter, répondre aux questions qui n'ont rien à voir souvent de fois avec le milieu de travail ou professionnel. Et le bon réseau, le bon network à l'intérieur de la communauté et d'avoir ces informations-là, ce réseau de contacts-là pré-identifié pour faciliter cette intégration-là. Merci Yvan, il y a de grandes leçons ici à retenir de ça. On est avec l'humain, des gens qui veulent le bonheur à sa plus simple expression. Ils viennent chez nous pour s'accomplir professionnellement dans un travail, mais aussi d'avoir une vie, une belle vie finalement en famille et tout ça dans un milieu intéressant. Alors, je pense qu'il faut comprendre plus que ce n'est pas juste quelqu'un qui veut un travail en comptabilité ou quoi que ce soit, puis ça s'arrête là. Ça ne s'arrête pas là, votre responsabilité finalement, à quelque part. Non, c'est d'offrir un style de vie à ces gens-là qui rencontrent aussi leurs besoins, parce que de venir travailler dans une entreprise à l'extérieur de leur pays d'origine, c'est une chose. De s'intégrer à l'intérieur d'un nouveau milieu de vie avec des façons de faire, un climat, un environnement qui est complètement différent souvent de fois pour eux, c'est un style de vie aussi qui doit répondre à certains besoins, certaines attentes de leur côté. Donc, c'est pas seulement une profession, c'est un style de vie pour l'ensemble des gens qu'on accueille. Oui. Une dernière question de curiosité, Yvan, certains demandent, le parrain-marraine est-elle ou est-il rémunéré pour son travail? Ben, écoutez, non, ça se fait soit par les heures de travail ou souvent, il va se développer une relation aussi. Hein, ils sont contents de le faire. Ben oui, tout à fait. Ils veulent contribuer, ils veulent participer. Donc, oui, il y a des choses qui vont se faire sur les heures de travail, assurément, mais on ne fait pas la rémunération des soupers qui se font à la maison alors qu'on n'était pas en temps de COVID, évidemment. Là. Mais ce genre de situation-là va au-delà du milieu de travail et ça fait partie de l'insertion sociale. Yvan, un gros merci. Tu nous as communiqué plusieurs enseignements utiles, vraiment. C'est la vraie vie, c'est des vraies choses de la vie, donc tu nous as transféré. Et merci beaucoup. Le chat s'alimentait beaucoup tout à l'heure. Et bon succès pour la suite des choses. Et à toutes les semaines, on entend parler de nouvelles de Premier Tech. Alors, je sais qu'il va en avoir encore la prochaine semaine. Mais bravo pour ton travail. Merci d'avoir été là. Je cède la parole maintenant à Marie-Hélène. Merci. Merci. Salut.
Merci, messieurs. Merci aux conférenciers. Merci à vous, chers participants. Les chambres de commerce aussi qui ont transféré l'invitation à leurs membres. Merci à la FCCQ. Puis, je vais faire du pouce. En fait, je suis contente de constater que l'industrie manufacturière se porte bien. Je vous ramène un peu dans notre région et je remercie le CLD pour ces chiffres. En fait, ici, dans la MRC, c'est 100 entreprises manufacturières qui emploient, bon an, mal an, 4 500 personnes. Donc, on est très fiers de ça. Et dans la dernière année, en 2020, c'est 61 millions qui ont été investis en immobilisation, en équipement. Donc, merci à tous pour votre participation. Et je fais du pouce sur la transition dont on a parlé aujourd'hui. Le 21 avril prochain, à 8 h, on a justement invité le CLD pour nous présenter leurs services, donc les bonnes pratiques en recrutement puis en rétention. Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet et j'invite aussi l'ensemble de la communauté bas-laurentienne, si ça vous dit, c'est gratuit. Donc, le 21 avril à 8 h, tous les détails au www.monreseaurdl.com/activité au pluriel. Merci à tous et bon vendredi.